Ben, bonjour à tous. Je suis très content d'être ici, à Volcamp, dans la belle ville de Clermont-Ferrand. J'espère que vous allez tous bien aussi, après ces 2 jours de conférence. Je vais essayer de pas trop vous matraquer avec des sujets un peu relous. Mais du coup, ensemble, on va parler de Go et de cache, et plus particulièrement de cache HTTP, et voir comment en fait on peut utiliser Go pour faire des choses très performantes et booster les capacités de nos applications. Qui ici fait du Go déjà? Ouais. On est en minorité, hein, on va pas trop se la péter. Mais à la fin de cette conférence, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que Go c'est bien et c'est simple d'utilisation et que vous allez potentiellement vous y mettre et vous tourner vers la lumière. Du coup, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Sylvain Combrac. Je suis freelance, un contributeur open source plutôt actif. Vous pouvez me trouver sur GitHub en cherchant Darkweek et Twitter, mais je mets quasiment rien dessus, donc ça sert à rien. Et aussi, j'ai fait un système de cache qui est utilisé par Kadi, donc qui est un reverse proxy comme Traefik ou Nginx. Maintenant que les présentations sont faites, on va remettre un peu de contexte à comment je suis arrivé à faire du Go, qu'est-ce qui m'a donné envie d'en faire. Et ce contexte, en fait, c'est Traefik, qui est un reverse proxy créé par Émile Vosges, un mec de chez Zenica. Il l'a écrit en Go parce que ça se branche sur le runtime de Docker. Et en fait, ça va écouter les services que vous déployez, que vous lancez via Docker. Et avec un système de label, ça va mapper votre CIDR, donc un host ou un pass, vers un service. Donc, par exemple, votre slash front-end, ça va afficher votre application front. C'est très facile d'utilisation. L'avantage aussi, c'est que comme c'est du Go, c'est compilé, il y a un seul binaire. Et surtout, c'est un produit français, donc on peut en être très fier. C'est utilisé par K3S dans la stack de base. Donc c'est un truc assez solide. Et du coup aussi, ça gère le load balancing, ça gère la découvrabilité de vos services à chaud. Vous n'avez pas besoin de reloader à chaque fois la config. Et si vous avez un serveur et que vous passez toute votre stack sur Docker, c'est très simple à manager. Sauf qu'après plusieurs mois d'utilisation, j'étais face à un problème plutôt embêtant, qui était qu'il n'y avait pas de cache. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'une requête arrivait sur Traefik, Traefik faisait sa résolution DNS. Donc ça veut dire que dans son dictionnaire où il a tel host va vers tel service, il est obligé de regarder dedans, envoyer une requête TCP/IP, transférer la requête. C'est hyper chronophage et hyper consommateur en ressources. Et il y avait déjà des POC qui existaient à l'époque, mais rien de bien concret, et surtout qui ne respectaient pas trop les bonnes pratiques. Et sinon, il y avait toujours la possibilité de mettre un varnish devant Traefik, mais ça perdait un peu de l'intérêt d'utiliser un seul binaire sur ma stack et avoir tout à disposition dedans. Donc du coup, je me suis motivé à apprendre Go puisque je ne connaissais pas. Vraiment, j'étais très nul. J'avais jamais fait de C, de C++, les pointeurs, je ne connaissais pas. Et au final, en faisant le Getting Started de Go, je me suis dit, ça a l'air plutôt sympa. Du coup, j'ai découvert les adressages mémoire, les problèmes que ça peut engendrer. Et après tout ça, j'ai décidé du coup de créer le système de cache, qui au début me convenait uniquement à moi, et après qui est devenu très généraliste. Donc qui est un équivalent maintenant de Varnish, si vous l'utilisez. Maintenant, vous n'avez plus besoin en fait d'avoir un Varnish en frontal si vous utilisez soit un Kadi, soit un Traefik pour votre prod. Du coup, si vous voulez aller faire un tour, c'est sympa. J'aime bien voir les stars qui montent, c'est cool. De quoi? Ah, ok. Ça va mieux là? Du coup, voilà, donc maintenant c'est
c'est devenu un cache HTTP vraiment qui respecte la RFC et qui est prod ready maintenant. Il y a encore 2-3 problèmes, mais, comme dans tous les projets open source de toute façon. Et du coup, c'est totalement libre. Voilà. Donc, comme j'ai dit, tout est fait en Go, et on va voir ensemble ce qui a fait que ce projet peut concurrencer Varnish. Parce qu'il y avait des gens aussi qui se sont dit on va réécrire Varnish en PHP. Bon, on a vu quand même tout à l'heure que même s'il y a eu des améliorations de PHP, c'est toujours pas aussi rapide que du compiler statiquement, etc. Donc on va voir ensemble un petit comment se débrouille Swan par rapport à Varnish. Et du coup, on va faire une petite démo. Donc ici, je vais runner juste un proxy Caddy, parce que c'est le plus simple. Et grâce au fait que Caddy supporte les modules, et que Swan est dispo en module pour Caddy, on peut directement builder notre binaire Caddy avec le plugin. Donc en une seule commande, là je vais avoir un binaire qui est capable de faire du cache. C'est juste un petit peu long, mais normalement, une fois que c'est buildé, c'est bon. Ok. Donc là, il va me sortir mon binaire. N'hésitez pas à parler entre vous, hein, sinon pendant ce temps-là, c'est le moment d'échanger. Et sinon, aussi, je vais avoir un petit service qui va tourner sur le port 81 et qui va juste afficher Hello Volcamp. Voilà. Donc là, mon binaire est sorti, il est ici. Et si je lance mon application Go, donc ici, maintenant, j'ai un serveur HTTP qui tourne, etc. Que je fais une petite requête juste sur le port 81. Ce que ça va faire, c'est que ça va patienter 3 secondes et ça me renvoie la réponse. Ça simule un petit peu du process derrière, etc. Du coup, donc j'ai mon serveur qui tourne. Je vais lancer juste Caddy, donc avec la config de base qui n'active pas le cache, qui va juste faire un reverse proxy vers le port 81. Et si j'envoie du coup ma requête sur 80, du coup on voit que ça a mis 3 secondes. Donc si je renvoie une deuxième requête, ça va encore mettre 3 secondes. Et maintenant, avec juste de la config dans le Caddy file, donc qui est juste un format de config de Caddy, mais vous avez la possibilité de le faire aussi en JSON. Du coup, juste en mettant la directive de cache et en mettant en global qu'on active le cache global, maintenant je vais avoir un système de cache HTTP. Et pour ça, j'ai juste à redémarrer le serveur. En vrai, on peut faire un Caddy reload, mais au moins comme ça, on est sûr que tout est killé. Donc là, le serveur est relancé. J'ai juste des messages de debug pour dire qu'on accède au backend. Et si j'envoie une requête en get, la première requête va mettre 3 secondes, puisqu'elle va contacter le backend. Donc ici, on a bien un message de debug. Et on a, du coup, si on renvoie une requête, il y a un petit problème, je crois. L'effet démo, super. Ah, bien vu, bien vu. Je te veux dans mon équipe. Du coup, voilà, merci, hop. Donc, on va l'envoyer et il va normalement nous retourner en plus des headers, donc le cache status, dont on va parler tout à l'heure. Et si je renvoie une deuxième requête, maintenant, ça va taper directement dans le cache. Donc on a aussi depuis combien de temps ça a été mis en cache, etc. Donc ça, c'est des informations supplémentaires qu'on a. Donc, comme on voit, ça reste hyper facile à configurer. Il y a des directives en plus qu'on peut modifier, mais on ne va pas rentrer vraiment dans la configuration hyper technique et hyper optimisée. Déjà de base, en fait, c'est la configuration de base fera comme un Varnish en prod. Donc maintenant qu'on a vu que c'était hyper simple à utiliser, on va voir comment on fait pour le créer, pour créer nos applications en Go, etc. et que ce soit très performant.
Donc pour ça, en Go, on a un système qui s'appelle les Go routines. Alors, pour expliquer très brièvement, c'est comme un thread, mais hyper léger. C'est pas un thread physique, c'est un thread logiciel. Donc il va juste créer des canaux différents qui travaillent en asynchrone et ils font leur vie jusqu'à ce qu'ils arrivent à la fin de la fonction. Et du coup, ils sont supprimés, et il y a le garbage collector qui passe derrière, etc. Alors, comment ça s'utilise? Eh ben, juste, on définit une fonction qu'on appelle en asynchrone avec le mot-clé Go, et on peut lui passer des paramètres, etc., pour avoir une référence vers les pointeurs qu'on veut utiliser, et être sûr qu'ils ne soient pas altérés une fois que, pendant l'exécution de cette fonction-là. Et dedans, ce que ça fait, c'est juste, ça regarde si la requête est coalescible, donc ça veut dire combiner plusieurs requêtes en même temps pour en envoyer qu'une seule au back-end et renvoyer la même réponse pour tout le monde. Et si jamais on a une erreur, et ben on envoie ça dans un channel, et justement, ça fait la transition avec les channels, puisque les Go routines, sinon, elles travaillent en asynchrone, et il nous faut un moyen pour qu'elles puissent discuter entre elles et s'échanger des données. Et donc un channel, on va voir ça plutôt comme un tuyau où on peut envoyer et recevoir des données des deux parties. Toutes les fonctions qui ont accès au channel peuvent envoyer des données dedans et en recevoir, selon si on fait de la lecture ou de l'écriture dedans dans la fonction. Donc ici, on a donc le coalescible. On attend d'avoir quelque chose dans le coalescible. Si on n'a rien dedans, ça veut dire que la requête n'est pas coalescible, donc on ne peut pas combiner les requêtes. Et du coup, si ça arrive, on appelle le next middleware, dont on va reparler juste après. Et une fois que tout ça est passé, on envoie dans le channel error backend rien du tout, puisque tout s'est bien passé. Et sinon, on reprend l'erreur du next middleware si jamais ça fail derrière. Et après, on fait la même chose avec un contexte. Donc c'est soit le contexte, la requête se termine avant qu'il y ait une erreur qui remonte, sinon on prend l'erreur qui remonte et on la remonte tout en haut. Donc on voit quand même que Go, ça reste très compréhensible. On comprend ce qui se passe. On vous donnerait du code Docker Desktop, enfin Docker plutôt. Vous le comprendriez aussi, vous arriveriez à vous retrouver dedans. Alors, quand j'ai commencé le projet aussi, il n'y avait pas de généricité. C'est arrivé en Go 1.18 et du coup, il fallait des stratégies différentes pour pouvoir passer un petit peu l'objet, pouvoir découpler l'instance et vraiment le type pur de l'objet avec ce qu'on voudrait et donc avoir un contrat d'interface. Donc les interfaces en Go, c'est hyper facile à définir. Par exemple, ici, on aura deux objets, deux instances, deux types réels. Donc Badger et Ulrich, qui sont deux systèmes de stockage en clé valeur pour stocker les données et y accéder après. Et on voit que les deux types ont les mêmes fonctions et les mêmes signatures. On a le list-keys, le get, le set, le delete, etc. Donc du coup, ce qu'on peut se dire, c'est tous nos providers de stockage vont implémenter ces fonctions-là et ces signatures-là. Pour ça, on fait une interface et on définit uniquement les signatures. Et après, ce qu'on peut faire aussi, c'est dans l'initialisation d'un provider, on va retourner un tableau de tous les providers possibles et qui seront de type abstract provider interface. Alors, ça, du coup, ça fonctionne, mais on a accès uniquement aux fonctions de l'interface. Après, il faut caster notre objet si on veut vraiment récupérer un type en particulier, et il faut vérifier que le cast est possible. Et aussi, ce que ça permet de faire, c'est d'initialiser directement nos providers. Vu que la méthode init
Et dans l'interface, on peut initialiser entre 0 et n providers, et ça pose aucun problème. Et avec ça, en faisant de l'injection non, c'est pas de l'injection de dépendance, c'est j'ai perdu le terme, mais le fait de passer l'interface, ça nous permet de passer n'importe quel type tant que ça respecte le contrat. Donc du coup, on va un peu faire de promotion aussi pour la paroisse. Donc il y a des features qui sont plutôt cool dans Soin. Qui a déjà fait du VCL ici? Vous savez pas ce que vous ratez. Mais du coup, là c'est de la config YAML, donc très simple. Ça supporte aussi les encres, donc ça veut dire définir un bout du YAML et le réutiliser à plusieurs endroits. Donc ça évite de se répéter, etc. Et on voit que la configuration totale n'est pas très compliquée. Et aussi, c'est designé pour fonctionner en conteneur, donc en mode standalone. C'est-à-dire que vous pouvez runner Soin directement en tant que proxy, ou l'inclure aussi dans vos reverse proxy. On voit ici que il va se brancher devant Traffic en mode standalone, et il va juste transmettre les requêtes, et si jamais il reçoit une requête qu'il est en cache, il la sert, et il n'a même pas besoin de contacter le reverse proxy derrière. Ensuite, il y a un système de middleware. Donc, ça nous permet d'avoir un petit peu comme un oignon dans nos applications et dans notre traitement des requêtes. La requête arrive, par exemple, on va faire un traitement sur les headers. Après, on passe au middleware suivant qui va appliquer les règles de sécurité. Et après, on arrive sur un routeur, etc. Donc, le principe de middleware, c'est vraiment l'encapsulation. Et ça nous permet de faire pas mal de choses, notamment réécrire ou enrichir la requête. Par exemple, ici, pour n'importe quel middleware, comme on a besoin d'accéder à la réponse et au contenu de la réponse pour pouvoir le stocker, ce qu'on fait, c'est qu'on réécrit directement tout un writer et on passe ce nouveau writer au middleware suivant. Et pourquoi on peut faire ça? Parce que Serve HTTP, ça respecte l'interface, une interface de HTTP, de la bibliothèque HTTP. Et du coup, si on respecte cette interface-là, on peut lui injecter les variables qui respectent aussi ce contrat. Et on voit aussi que la requête est altérée un petit peu en rajoutant du contexte, en rajoutant des headers, etc. s'il y a besoin. Donc ensuite, j'ai parlé du coalescible. Donc ça le supporte nativement et de base ça le fait. Ça peut être désactivé dans la config. Et aussi, ça se repose sur la librairie de Single Flight qui permet d'envoyer qu'une seule fois au back-end nos requêtes. Et du coup, si jamais il y a un problème, toutes les requêtes sont relâchées et donc elles arrivent toutes au back-end si la première requête fail. Ensuite, on peut gérer l'API. Enfin, il y a une API pour gérer le fonctionnement. Ça se configure comme ça. On définit un bass-path qu'on peut du coup override selon nos besoins. Il y a des endpoints de sécurité si jamais vous voulez faire de l'authentification et protéger l'API. Vous pouvez setter vos users, etc. ou directement passer des JWT. En vrai, ce système de sécurité-là n'a pas vocation à être utilisé en prod pour la simple et bonne raison que en prod, on ne prône pas le standalone. Et du coup, vous faites votre vérification de sécurité via votre reverse proxy, etc. Et du coup, on expose aussi une API pour Soin, pour gérer le cache. Donc pour flusher le cache selon diverses méthodes.
Et vous pouvez activer la sécurité qui est codée dans Soin, et vous l'activez. Donc la gestion du cache, on a un endpoint pour lister les clés, les surrogate keys, donc c'est pour regrouper vos différentes clés, et avoir un système aussi d'invalidation par tag, comme les X keys ou Y keys dans Varnish. Sauf que là, c'est un peu plus standard que ce que fait Varnish. Ça se base aussi sur les specs de Akamai, ce qu'ils utilisent pour eux leur CDN. Vous pouvez du coup purger directement un seul objet ou des objets qui vont matcher une regex. Ça supporte aussi les Y keys, mais ça a vocation à disparaître aussi. Et vous pouvez du coup purger par surrogate key et flusher directement tout le cache directement sur le flush. Et du coup, comment on fait ça? En fait, c'est très simple. On initialise notre API avec notre configuration et on check si l'endpoint est activé. S'il est activé, on met un handle func, donc qui est un listener sur ce path HTTP. Et du coup, on concatène le basepath avec le basepath de l'endpoint. Et chaque endpoint définit une méthode handle request, et c'est cette fonction-là qui est exécutée quand on appelle l'endpoint. Et je pense que c'est à peu près tout. Et oui, aussi on rajoute un trailing slash pour éviter certains conflits dans les routes. Donc les surrogate keys, pour vous représenter un petit peu plus simplement et avoir des exemples, vous avez votre premier groupe qui va contenir 3 clés, donc Key1, Key3 et 564. Je ne vais pas me risquer à le dire en anglais. Dans le second groupe, vous avez la 90, ABC, 3 et 789. Et dans le troisième groupe, vous avez la 1 et la 789. Et on voit qu'on peut avoir des interconnexions entre chaque groupe. Et du coup, si on décide de purger uniquement le troisième groupe, on aura 2 clés qui seront purgées. Donc on peut faire aussi de l'invalidation par tag sur les CDN. Qui ici utilise Cloudflare ou Akamai en prod? Personne n'utilise des CDN. Il y en a un. Mais du coup, il faut savoir que les providers CDN, ils sont capables de mettre en cache aussi. Et donc pour ça, soit vous utilisez le header cache tags de Cloudflare, soit vous utilisez le header surrogate key de Akamai, soit vous utilisez d'autres headers, par exemple pour Fastly, etc. Mais ça vous oblige soit à avoir une dépendance forte à votre provider CDN, soit à gérer tous les cas possibles. Donc dans votre code métier, ça veut dire réinventer la roue à chaque fois et dire si on est derrière ce CDN-là, il faut envoyer ce header, etc. Et donc, comment ça fonctionne? Donc, c'est un cache HTTP classique. Ça reçoit la requête, ça la transfère au serveur. Le serveur répond quelque chose, c'est mis en cache. Et après, la deuxième requête, c'est la réponse en cache du CDN qui est servie. Mais du coup aussi, quand vous faites, admettons, du CRUD et vous faites un update sur un item, il faut aussi penser à mettre à jour ce cache CDN-là. Donc ça veut dire aussi refaire toute la logique de si on est derrière ce provider-là, il faut envoyer une requête de purge, soit sur la route, soit sur le tag. Avec le système de gestion de tag dans Soin, tout se fait automatiquement. Vous passez juste votre clé API, le nom du CDN en frontal, et ça se charge de faire tout le reste pour vous. Et l'avantage de ça, c'est que vous n'avez pas besoin de dire « Ah, mais aussi, est-ce que telle clé c'est lié, etc. » machin. Par exemple, si vous faites de l'invalidation par tag, ça va aussi se charger d'invalider
toutes les clés sur le CDN pour vous. Et donc du coup, ça supporte Fastly, Cloudflare et Akamai. J'ai pas encore supporté d'autres providers, mais après à voir si c'est vraiment nécessaire ou pas. Puisque c'est les trois plus gros providers CDN et les plus utilisés. Et aussi du coup, vu que c'est disponible en tant que middleware pour pas mal d'outils, vous avez Kadi qui l'utilise dans le cache handler, qui est la version officielle du cache de Kadi. C'est dispo dans Traffic en tant que plugin, dans Tyke aussi, et c'est dispo pour WordPress, PrestaShop, etc. Et ça vous évite pour WordPress d'avoir vos 500 requêtes à la base de données quand vous chargez votre homepage. Et aussi, histoire de parler un peu de Web3, il y a un projet qui s'appelle ETH.limo qui a pour vocation de remplacer Cloudflare et de faire du cache mais décentralisé en IPFS, donc qui est un système de gestion de fichiers décentralisé, et donc votre cache va être partagé entre plein d'unités et répliqué, etc. Donc ça, c'était les parties un peu fun à développer en tout cas. Mais maintenant, on va parler un petit peu des pain points à faire quand on développe des logiciels ouverts, etc. Et on a la RFC. Alors la RFC, pour Request for Comment, si jamais vous ne savez pas ce que c'est une dépression, vous lisez la RFC et c'est la même chose. Donc ça, c'est la RFC sur le cache HTTP. Donc ça, c'est juste la première page. Il y en a 43 comme ça, c'est en anglais. Bon courage. Et du coup, une fois que vous finissez la RFC, vous prenez des Doliprane parce que vous avez mal au crâne. Et au final, une RFC, c'est quoi? C'est juste, ça vous dit, dans tel cas et dans tel cas, on fait telle action. Et si on a ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là, alors c'est une autre action. Donc ça vous fait plein de conditions dans votre code. Et il y a des moments, même on se demande si c'est vraiment nécessaire. Sauf que la RFC est là pour driver le comportement global des applications. Et ça sert aussi à ce que tout le monde ait le même fonctionnement. Et ici, du coup, c'est l'exemple. Est-ce que la réponse est considérée comme fraîche ou non? Donc pouvant être servie à votre utilisateur. Et si elle n'est pas encore expirée, etc. Ensuite, on a la RFC 9211 qui, elle, a implémenté le système de cache statut qui vous permet de dire le cache a été trouvé sur quel serveur de cache, etc. Et donc là, pareil, rebelote, on reprend des Doliprane parce que c'est encore 43 pages à relire. Donc le cache statut, ça ressemble à ça. C'est un header HTTP dans la réponse qui vous dit quel cache a trouvé, est-ce que ça a été mis en cache ou non, etc. Et ça vous donne des informations supplémentaires sur pourquoi ça a été stocké parce que ça n'a pas été trouvé, ou pourquoi ça a miss ou des choses comme ça. Donc ça, c'était le cache status, le X cache statut, il me semble, de Varnish. Donc encore une fois, ils n'utilisaient pas un header de l'aspect de la RFC. Et après, quand vous touchez du cache, vous avez depuis quand il a été mis en cache. Et vous pouvez aussi rajouter les clés qui servent à identifier cette ressource. Et donc l'avantage aussi de ce header-là, c'est qu'on peut chaîner nos hits. Et ici, par exemple, soit on l'a trouvé, Kadi l'a trouvé, et on sait que les clés sont différentes selon le provider, et ça n'a pas été stocké de la même façon. Et encore une fois, il y a une troisième RFC qui est sortie récemment, et donc encore une fois, on reprend des Doliprane. Et maintenant, c'est le CDN Cache Control. Alors ils se sont dit, ouais, depuis quelques années, depuis le début du web, on a le header Cache Control qui nous permet de gérer notre cache. Et du coup, ce que ça fait, c'est que avant on avait uniquement Cache Control qui nous disait il faut que ce soit mis en cache seulement pour ici 600 secondes.
Et après, maintenant, ce qu'on a, on a le CDN cache control qui peut avoir un temps différent. Donc soit un temps plus long, plus court, etc. Et du coup, on voit que l'âge, dans le deuxième exemple, est un cas possible, puisque le CDN cache control le stocke pour 3100 secondes, alors que le premier exemple, ce ne serait pas possible. Vous ne pourrez pas avoir un cache de plus de 600 secondes servi par votre proxy HTTP. Et enfin, on peut aussi chaîner ces headers-là, puisque ça va dépendre du nom de votre cache, tiré cache control. En fait, tout ce qui est suffixé par cache control doit être interprété par un des systèmes de cache. Et donc, du coup, ce que vous pouvez faire aussi, c'est targeter Cloudflare cache control et dire dans Cloudflare, on met en cache pour 20 minutes, par exemple. Et ça le mettra en cache du côté de Cloudflare pour 20 minutes. Et vous pouvez dire pour Varnish, c'est autre chose, etc. Mais tout ça, sur ces RFC-là, il y en aurait énormément à dire. Parce qu'il y a eu beaucoup de débats aussi pendant les créations et les rédactions. Et du coup, à voir pour en faire peut-être un autre talk. Enfin, on va s'attaquer à la partie de déploiement. Donc, comment ça se passe pour déployer du Go, etc. Donc, on a une CI qui a 3 étapes principales. Les tests, la création d'artefacts et l'upload de ces artefacts. Donc les tests, c'est du GitHub Action. On construit un conteneur de dev, comme ça on est sûr que ça tourne. On exécute le linter. Maintenant ça a été remplacé par Golang CI-lint, qui est le linter officiel. On exécute les tests et on essaye de builder un conteneur de prod. Donc c'est juste du YAML dans les GitHub Action, ce qui reste très simple et c'est hyper bien documenté, etc. Et au moins on peut déployer des conteneurs, etc. Donc là on vérifie que le conteneur de prod build bien. Et on a des tests d'intégration end-to-end. Alors pour ça, on fait principalement basé sur Newman, qui est Postman, mais sans la web UI, enfin sans l'UI. Et du coup, ça exécute toute une collection de tests pour les différents plugins disponibles. Comme ça, on s'assure que on casse rien. Et si on fait une modification sur un plugin, ça ne va pas impacter possiblement d'autres, etc. Et on est sûr que tout tourne. Et après, on a la génération des binaires et le build cross-platform pour avoir un binaire disponible statiquement. Ça veut dire que si vous allez dans les assets, vous pouvez le télécharger et le mettre sur votre serveur selon la configuration de votre serveur. Si c'est un ARM, du AMD, etc., tout est buildé pour que ce soit hyper simple. Et vous le prenez, vous le glissez sur votre serveur et voilà. Et aussi, il y a une image Docker qui est dispo. Donc juste, ça va builder l'image et la pusher sur la registrie Docker. Avec le push action des GitHub Action dispo. Et donc du coup après c'est pushé sur le hub, c'est dispo, on peut directement le pull et ça fonctionne très bien. Donc là on va générer nos artefacts avec le Gorillizer. Et après on a nos versions dispo comme ça et on peut les télécharger directement. Donc après on est très content, notre déploiement est fait, notre release est faite et tout est automatisé. Donc comme ça on n'a pas de place au doute. On n'a pas besoin de le faire nous-mêmes sur la machine, d'exécuter des commandes, etc. Possiblement faire des typos qui se verraient pas forcément directement et avoir des erreurs et après on ne comprendrait pas pourquoi. Enfin, il y a quelques métriques aussi. Ça supporte, ça exécute 101 000 requêtes et ça en exécute 3800 par seconde. Donc ce qui est un très bon ratio quand même.
notamment quand on compare avec les exemples en PHP, etc. Par contre, j'ai pas le comparatif avec Varnish à machine égale. Et enfin, la roadmap, pour ce qui est prévu après, c'est streamer les réponses. Donc ça veut dire que dès qu'on reçoit le premier byte de la réponse, on la renvoie au client. Comme ça, notre TTFB est hyper bas. Et au niveau référencement, c'est excellent. Et même pour l'utilisateur, il commence déjà à charger toutes les données. Et dès qu'elles sont dispo, il a déjà téléchargé tout le body. Du coup, bosser encore sur la performance, mais comme à chaque fois. Et possiblement une version managée, comme Cloudflare, où vous branchez vos services, vous mettez vos noms de domaine, et après, on se débrouille pour que ça marche. Merci de votre attention. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Mais voilà. On a le temps pour quelques questions. Merci. C'était intéressant. En plus, moi, je me suis mis à Go il n'y a pas longtemps, donc ça me donne des idées, puis ça m'apprend des trucs. Combien de temps pour faire tout ça en gros Entre le premier commit et ouais. aujourd'hui, il y a 2 ans à peu près. Okay. Donc j'ai commencé le projet en Go 1.15, ouais. et après il y a eu toute la migration, etc. Des mauvais choix aussi de design d'archi, etc. qui ont fait qu'il y a eu pas mal de refacto derrière. D'accord. Et en plus, après, il y a toute la partie intégration avec justement Kadi, Traffic, tout ça, pour s'intégrer au mieux dans leur service. Et tu as des gens qui sont sur ton projet? Ouais. Il y a 3 personnes et 2 bêta-testeurs en prod aussi. Donc eux, ils s'en foutent que la prod ne marche pas. Très bien. Merci. Merci. Une autre question? Merci pour la conf. J'ai une question par rapport au stockage du cache. Est-ce que c'est en mémoire? Est-ce que tu as d'autres back-end? Comment tu gères ça? Alors, historiquement, c'était que du in-memory. Et après, on a rajouté le support de Redis, de Ulrich pour faire du stockage distribué sur plusieurs nodes. Et on a mis ETCD aussi. Donc dans le in-memory, tu as Badger qui fait que de la mémoire. Et sinon, l'autre, j'ai oublié, mais il stocke sur disque aussi. Donc tu peux faire de la sauvegarde dessus. Merci. Et c'est notamment grâce aux interfaces. Et en fait, rajouter un provider, c'est hyper rapide à faire. D'autres questions? Ok, merci. Merci à vous. Il y a des stickers pour ceux qui veulent ici.